À l'occasion des 200 ans de sa naissance, nous proposons une vidéo dédiée à la vie d'un des communistes les plus importants de l'histoire. Sa vie ayant été celle du mouvement communiste, et plus particulièrement ses travaux ayant été réalisés de pair avec Karl Marx, nous ne nous concentrerons pas exclusivement sur Friedrich Engels, mais sur sa conception du monde et son rôle en tant que communiste. Sans plus tarder, voici Friedrich Engels. Friedrich Engels est né le 28 novembre 1820 à Barmen, dans le royaume de Prusse. Il naît à l'époque de la révolution industrielle dans ce pays. D'origine bourgeoise, son père était un riche propriétaire d'une filature textile et un religieux rigoriste. À Brême, un centre industriel où il vécut et travailla un temps, Engels fut témoin de la misère du prolétariat et des familles d'artisans qui étaient incapables de rivaliser avec la grande industrie et qui devaient en conséquence travailler d'arrache-pied. Les enfants travaillaient et les maladies graves liées au travail étaient courantes, notamment celles qui touchent les poumons. Ce développement de l'industrie se fit dans un pays encore profondément marqué par le féodalisme. Très jeune, Engels se distingue par son esprit curieux et son intelligence. Il s'intéresse à l'économie, au droit, et montre un attrait particulier pour les langues. Tout au long de sa vie, il apprendra près de 20 langues, pour la plupart européennes, mais dont le farsi et l'arabe faisaient partie, en plus du latin et du grec. Son père le retire de force de l'école à 17 ans pour le faire travailler comme apprenti dans son entreprise, car il veut en faire son secrétaire. Engels s'intéresse aux idées radicales qui sont venues avec la révolution bourgeoise en France. Il s'inscrit à l'université pendant son service militaire pour y étudier la philosophie et écrit des articles pour parler de l'exploitation des travailleurs. Il est influencé par les idées matérialistes de Feuerbach et par celles de Hegel sur la dialectique. Il rejoint un groupe littéraire aux idées radicales, la Jeune Allemagne, qu'il finira par quitter à cause de leur inaction. Engels se sent limité par les discussions qui ne mènent pas à l'action politique. Il est aussi proche des jeunes hegeliens, que Marx critique alors. Les deux hommes ne s'apprécient donc pas dès leur première rencontre en 1842 pour cette raison, venant en plus de milieux différents. Friedrich Engels est envoyé en Angleterre la même année par son père, dans l'une de ses succursales. C'est à Manchester que Engels devient communiste, au contact de la classe ouvrière qu'il côtoie, jusqu'à devenir un dirigeant du mouvement chartiste, un mouvement politique ouvrier de l'époque. Il prend alors conscience du potentiel révolutionnaire du prolétariat, qui n'est pas seulement une classe souffrante, mais une classe combattante dont les actions seront déterminantes pour l'avenir de la société. On imagine mal aujourd'hui un bourgeois aller vers les ouvriers, franchir toutes les difficultés que ça représente et persévérer jusqu'à gagner leur estime. Engels n'a pas fait ça pour faire carrière, serrer des mains et se faire élire dans un parlement. En 1845, il publie « La situation de la classe laborieuse en Angleterre », où il dresse un portrait authentique du prolétariat. C'est aussi en Angleterre qu'il rencontre Mary Burns, une travailleuse irlandaise dont il devient le compagnon jusqu'à la mort de celle-ci en 1864. Dans le même temps, Engels étudie les idées socialistes en vogue à son époque et rencontre leurs théoriciens. Sans se ranger à aucune de ces théories, il en fait un bilan qu'il synthétise des années plus tard dans son ouvrage « Socialisme utopique et socialisme scientifique ». Sentant que c'est en comprenant l'économie qu'il parviendrait à comprendre les relations entre les classes, il écrit des articles que Marx publie dans son journal, ce qui marque le début d'une riche collaboration et d'une forte camaraderie. Marx et Engels ne sont pas seulement des théoriciens. Ils mènent une intense activité de propagande et d'agitation dans la classe ouvrière qu'ils organisent. Ils rejoignent la Ligue des Justes, une société fraternelle et clandestine d'ouvriers où ils diffusent leurs idées. Leur activité est telle qu'ils sont la cible des autorités féodales. Les rois de Prusse et de France prennent Marx pour cible et le contraignent à s'exiler à Bruxelles où il poursuit ses activités. Engels soutient financièrement son camarade et ami, et avec lui, il contribue à développer la conception matérialiste de l'histoire,
qu'ils exposent dans L'idéologie allemande en 1845. Leur intense travail commun a fait naître le marxisme, une conception du monde qui s'oppose à toutes les conceptions précédentes, issues des classes exploiteuses féodales et bourgeoises, car elle exprime le point de vue de la classe productive, le prolétariat. Marx et Engels n'ont rien sorti de leur chapeau. Ils ont profondément étudié les connaissances et les théories les plus développées de leur époque. Tout d'abord, la philosophie allemande avec le matérialisme de Feuerbach et la dialectique de Hegel, qui était la philosophie la plus influente en Europe, fruit de la bourgeoisie qui n'était pas encore au pouvoir et qui a développé des systèmes de pensée dans son cheminement révolutionnaire. Marx et Engels débarrassent la philosophie allemande de ses aspects antiscientifiques, l'idéalisme et le mécanisme, et développent le matérialisme dialectique, la philosophie marxiste. Marx et Engels se sont aussi penchés sur l'économie politique anglaise, apparue en même temps que l'Angleterre devenait l'atelier du monde et le cœur de la révolution industrielle. C'est pourquoi c'est à ce moment que les économistes bourgeois de cette époque ont eu matière à développer les concepts de l'économie politique. Ces concepts visaient à glorifier le capitalisme. C'est pourquoi Adam Smith développe l'idée que si le capitalisme est libre de se développer, il apportera le progrès de l'humanité. C'est aussi en Angleterre que Ricardo développe la théorie de la valeur travail, qui dit que toute valeur est créée par le travail. Mais ces théories économiques étaient liées aux intérêts de classe des capitalistes, si bien qu'elles ne vont jamais jusqu'au bout de leurs applications, sans quoi les bourgeois révéleraient leur caractère d'exploiteurs avec l'extorsion de la plus-value produite par les ouvriers et l'appropriation privée de la richesse produite socialement. Marx et Engels développent les principes de l'économie politique marxiste en analysant à fond ces théories. Le Capital est bien sûr l'ouvrage le plus important sur l'économie politique marxiste. Enfin, ils ont aussi analysé les différentes théories socialistes qui venaient principalement de France, car à cette époque, les mouvements de révolte des travailleurs en France inspiraient le reste de l'Europe. C'est pourquoi les principaux penseurs du socialisme se trouvaient ici. Marx et Engels ont critiqué ces diverses théories, car elles ne reposaient pas sur des bases scientifiques, c'est-à-dire sur le rapport objectif entre les classes, qui s'inscrit dans des rapports économiques. Mais ils en ont tiré tous les aspects positifs du socialisme utopique qui s'opposait à l'intérêt personnel et cherchait la fin de l'exploitation et de la propriété privée, et les ont développés dans le socialisme scientifique, c'est-à-dire la conception matérialiste de l'histoire. La grande contribution de Engels ne s'arrête pas avec le développement des principes du communisme. Toute sa vie, il a été actif pour l'organisation du prolétariat en tant que classe, pour diffuser la conception révolutionnaire du marxisme. Avec Marx, ils appliquèrent le matérialisme dialectique à l'étude de la société sous ses divers aspects. Ils éduquèrent inlassablement le prolétariat, en faisant de la philosophie, de l'économie, de la politique non pas des sujets réservés à une élite riche et éduquée, mais des sujets que chaque livreur, chaque manutentionnaire, chaque aide-soignant peut comprendre et maîtriser. Ils ont fait de la philosophie un guide pour l'action. Ils l'ont fait sortir des salons d'intellectuels stériles pour que chaque prolétaire puisse s'en saisir pour mettre fin à l'exploitation, pour faire la révolution, pour prendre le pouvoir. Bien entendu, tout ça s'est fait dans la lutte contre les conceptions bourgeoises et petites bourgeoises. Il a fallu discuter, réunir, convaincre avec patience et persévérance pour défendre le marxisme et rejeter l'utopisme. En 1847, la Ligue des Justes est renommée Ligue des communistes sous l'influence de Marx et Engels, qui ont gagné la majorité de la Ligue à leur cause. La Ligue des communistes sera très active durant la tempête révolutionnaire de 1848. Cependant, elle a besoin de bases idéologiques. En février 1848 est publié le manifeste du Parti communiste, qui commence par ces mots, indiquant la rapidité avec laquelle le prolétariat s'est saisi de son instrument révolutionnaire. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une sainte alliance pour traquer ce spectre. Le pape et le tsar, Metternich et Guizot,
les radicaux de France et les policiers d'Allemagne. Le manifeste est le premier programme qui donne une ligne générale au prolétariat international. Car les prolétaires de tous les pays ont plus d'intérêts communs qu'ils n'en ont dans chaque pays avec leur propre bourgeoisie nationale qui les exploite. En effet, le prolétariat, de par sa condition, n'exploite pas et ne peut exploiter aucune autre classe. C'est une classe unique et la dernière classe historique. C'est à l'appel du fameux « prolétaires de tous les pays, unissez-vous » qui conclut l'ouvrage que le mouvement communiste commence à devenir ce spectre qui hante la bourgeoisie et ce qui reste alors de la noblesse. Lorsque la révolution de 1848 éclate en France, le gouvernement belge expulse Marx et Engels par crainte de leur influence. Toute l'Europe est touchée par la tempête. Les deux camarades s'installent en Allemagne où ils sont actifs pour la Ligue des communistes. Engels devient soldat dans les armées révolutionnaires jusqu'à l'écrasement de la Révolution. Après la défaite, il s'échappe et rejoint Marx à Londres. La défaite du mouvement révolutionnaire ne dissuade aucunement Marx et Engels de poursuivre leurs activités, malgré le grand nombre de communistes arrêtés et la dissolution en 1852 de la Ligue des communistes. En se concentrant sur la France, il cherche à comprendre au moyen de la conception matérialiste de l'histoire les événements qui se sont produits et quelles forces sociales étaient à l'œuvre. Marx publie Les luttes de classe en France et le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, fournissant ainsi des bases au prolétariat pour les tactiques révolutionnaires, approfondissant le rapport entre le prolétariat et chacune des autres classes, pour déterminer lesquels sont des alliés et lesquels sont des ennemis de la Révolution. Contre le féodalisme, la bourgeoisie représentait un allié provisoire. Plus tard, Lénine reprendra ces tactiques pour théoriser la révolution en 2 étapes, indiquant aussi une voie pour la révolution socialiste dans les pays impérialistes comme dans les pays dominés par l'impérialisme. Le président Mao développera ensuite davantage ces questions dans La Nouvelle Démocratie. Par la suite, Marx et Engels se penchent sur les événements dans de nombreux pays pour analyser les contradictions de classe du point de vue prolétarien. C'est le cas pour la guerre de sécession aux États-Unis par exemple, où des journaux comme le New York Daily Tribune ou Die Press demandent à Marx et Engels d'exposer leur point de vue. Après l'échec de la Révolution de 1848, Engels est contraint de prendre un emploi dans l'entreprise de son père, comme secrétaire puis associé jusqu'en 1869. Avec ses revenus, il aide Marx qui vit alors dans une situation déplorable. 3 de ses 6 enfants mourront en bas âge. Malgré les difficultés et le reflux du mouvement révolutionnaire, les communistes sont restés fidèles au poste et ont continué d'œuvrer pour le prolétariat. En 1864, l'Association internationale des travailleurs est fondée. C'est la première internationale, qui pose les bases du Parti communiste comme instrument de la conquête du pouvoir au niveau mondial. Les activités de la première internationale sont telles que de nombreux États interdisent le droit de se syndiquer et répriment brutalement les travailleurs qui luttent, non seulement pour leurs droits, pour un travail dans la dignité, mais surtout pour prendre le pouvoir des mains de la bourgeoisie. Au sein de la première internationale, Engels contribue à lutter contre 2 tendances. Les conciliateurs, qui au fond craignent d'aller vers la révolution, et les putschistes, qui veulent faire passer leurs idées de force au mépris des principes les plus fondamentaux du prolétariat. Ces derniers se rangeront derrière Bakounine, qui organise un travail de sape dans l'internationale. Le marxisme permet de donner à l'internationale de véritables perspectives, autant du point de vue idéologique que politique et organisationnel. Lors de la Commune de Paris en 1871, Engels conseille la première internationale sur les questions militaires, à partir de son expérience comme soldat révolutionnaire. Bien que les communistes n'aient pas dirigé la Commune, ils ont tout fait pour renforcer ses activités et la défendre. Après la défaite, la première internationale est la principale organisation qui a pu protéger des communards en les aidant dans leurs exils et en leur trouvant du travail dans d'autres pays pour fuir la répression. Des dizaines de milliers de Parisiens ont été massacrés,
tout âge confondu, lors de la Semaine sanglante. Cet événement déterminant marque la première expérience de dictature du prolétariat. Malgré son échec, du fait de l'absence d'une direction centralisée incarnée par un parti prolétarien, la Commune de Paris a posé les bases du nouveau pouvoir, ainsi que des tâches révolutionnaires vis-à-vis de l'État. Lénine approfondira les conceptions posées par Marx et Engels dans son ouvrage monumental « L'État et la Révolution ». Après la Commune, une nouvelle vague de répression frappe durement les communistes qui connaissent à nouveau un reflux. En effet, les meilleurs militants sont morts, déportés dans les bagnes ou contraints à la clandestinité. Trop affaiblie, la Première Internationale est dissoute en 1876. Cependant, cette dissolution n'est pas une défaite pour le marxisme, dont rien n'arrête la marche en avant. Durant la trentaine d'années qui suit, le mouvement ouvrier connaît en Europe et en Amérique du Nord un accroissement rapide. Les partis social-démocrates se multiplient et avec eux les syndicats, les journaux, les organisations. Beaucoup participent au Parlement bourgeois avec succès. Après la mort de Marx en 1883, Engels entreprend la tâche de rassembler ses notes pour terminer et compléter les deuxième et troisième volumes du Capital, œuvre ultime de Marx. Il poursuit ses travaux et publie des ouvrages majeurs comme L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, qui analysent les conditions qui ont fait naître la société de classe et le patriarcat, ou encore le rôle de la violence dans l'histoire. Après la mort de Marx, Engels prend sa suite dans la direction du mouvement ouvrier et organise les partis pour former la Deuxième Internationale en 1889. Au sein de cette internationale, comme dans la précédente avec Marx, Engels lutte inlassablement contre l'opportunisme pour défendre le marxisme. Il a mené cette lutte avec succès et a rendu difficiles les attaques contre le marxisme. Les opportunistes ont alors peu à peu tenté de réviser le marxisme, c'est-à-dire d'en modifier certains aspects sans pour autant l'attaquer ouvertement. C'est ce qu'on appellera par la suite le révisionnisme, dont Bernstein, dirigeant du Parti social-démocrate d'Allemagne, fut un des principaux initiateurs. Le révisionnisme dans la Deuxième Internationale conduira finalement à la trahison envers le prolétariat lors de la Première Guerre mondiale. La plupart des partis social-démocrates ont tourné le dos au prolétariat et à la Révolution en votant les crédits de guerre, protégeant alors la bourgeoisie dans la première guerre ouverte entre impérialistes au nom de l'union sacrée. Cette trahison ne s'est pas arrêtée là, car lorsque Lénine, le successeur le plus immédiat de Engels dans le mouvement communiste international, est apparu et a ouvert l'ère des révolutions prolétariennes, les révisionnistes se sont rangés définitivement aux côtés de la bourgeoisie. Tous les partis de gauche, comme la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, devenue le Parti socialiste, PS aujourd'hui, sont les héritiers du révisionnisme qui s'est transformé en virulent anticommunisme et donc en instrument de la bourgeoisie contre la Révolution. Friedrich Engels est mort en 1895, en pleine expansion du mouvement ouvrier qu'il a contribué à défendre, à enrichir, à organiser inlassablement durant toute sa vie. Dès sa jeunesse, la soif d'un monde meilleur, débarrassé de la misère et de l'injustice, l'a animé. Son époque a contribué à faire de lui un communiste, car il est né avec le développement du prolétariat, qui accompagne lui-même le développement de la grande industrie. Bien qu'il soit né bourgeois, il s'est dédié pleinement et entièrement à la cause du prolétariat, et durant les longues décennies de lutte, de succès et de revers dont la portée est historique, il est resté un ardent défenseur de la classe qui balayera l'exploitation de la surface de la terre. Pour tous les communistes, pour toutes les personnes sincères qui subissent au quotidien l'humiliation de l'exploitation, du chômage, de la répression et de la faim, et qui en ont assez de courber les chines, Friedrich Engels est une source d'inspiration. Son immense contribution pour la libération du prolétariat a permis, dans le monde entier, de donner des armes pour que les prolétaires partent à l'assaut du ciel.
apprenons des grandioses contributions de Friedrich Engels. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous.